Bonsoir, donc je m'appelle Yannick Séguier. En fait, je suis à la fois réalisateur, auteur et metteur en scène de spectacles historiques depuis une dizaine d'années. Et ce soir, donc, je suis venu vous parler en fait, non pas de spectacle, mais plutôt de cinéma, puisque donc j'ai réalisé deux films sur l'histoire du Midi viticole. Il y aura un troisième film qui va sortir donc fin 2018, qui complétera donc, si vous voulez, c'est la trilogie. Le premier film démarre donc à l'Antiquité. Il s'arrête à la guerre de 14-18 et le deuxième film démarre donc dès le lendemain de la guerre de 14-18 jusqu'aux événements de Morodor. Donc mon travail consiste effectivement à rendre l'histoire accessible à travers le cinéma, mais en même temps de travailler sur le fond. Et surtout, j'ai essayé de parler de cette histoire récente. L'histoire récente de la viticulture, c'est l'arrivée de cette monoculture au XIXe siècle qui va bouleverser à la fois la civilisation, qui va bouleverser les paysages, et qui va bouleverser aussi l'architecture ou la sociologie dans notre région. C'est souvent cette histoire récente est souvent oubliée. Et donc j'ai travaillé donc à la rappeler. Alors j'ai travaillé d'une façon un peu particulière, j'ai travaillé sous forme de documentaire fiction, c'est-à-dire que une grande partie des films, nous avons reconstitué des scènes, des moments forts de l'histoire de cette région, avec des acteurs, avec des figurants. Et puis ensuite, de temps en temps, nous avons travaillé avec des intervenants, des économistes, des historiens, des négociants, des historiens dans le négoce, afin d'être le plus exhaustif possible, mais tout en étant, je le répète, accessible. Donc ce que je vous propose, c'est vous passer un extrait de 4-5 minutes et 2h30 filmées pour que vous puissiez vous apercevoir un peu comment j'ai travaillé. Puis ensuite, je vous expliquerai le déroulement un peu du travail. C'est un travail historique, bien sûr, un travail de recherche. Je referai un peu l'histoire de cette viticulture. Et puis ensuite, je pense qu'on pourra discuter ou débattre du contenu. Ah, le Midi viticole. Quelle histoire! Cette viticulture ne sera pas simplement locale autour de la capitale de la province de Narbonnaise, autour de Narbonne. Et le vin sera exporté dans toutes les contrées de l'Empire romain. Il existe deux catégories de vins. Les vins de bouche que l'on peut consommer tels quels et les vins de chaudière. En quelques années, la superficie en vigne augmente considérablement. La vigne nécessite beaucoup d'hommes et de femmes. De ce fait, voit se développer un courant migratoire depuis les hauts cantons du Languedoc. Mais cette prospérité quasiment insolente prend brusquement fin en 1900 avec l'effondrement du cours du vin. Les amis, nous venons de lancer un mouvement que plus personne n'arrêtera. C'est dans un contexte viticole relativement favorable qu'éclate la Première Guerre mondiale. Ici comme ailleurs, la guerre de 14 a été une terrible épreuve pour toutes les familles françaises, dont beaucoup ont perdu au moins un des leurs dans le conflit. Reposez en paix, chers enfants, et que votre dernière demeure soit le cimetière de ce village ou le champ de bataille. Nous ne vous oublierons jamais. On a trois types de négoces. On a les négociants forfaitaires. Ils achètent du vin aux propriétaires, ils les entreposent dans leur chai. Je vous rappelle que la Caisse coopérative est constituée de parts sociales, correspondant proportionnellement à vos apports électroniques. Et comment on fait pour partir quand on en a marre? Tout d'abord, tu n'es pas obligé d'adhérer. Tu as le temps? Les vins d'Algérie sont des vins étrangers puisque l'Algérie est indépendante. Donc, nous importons du vin étranger.
des années 62, les viticulteurs qui pensaient qu'une fois l'indépendance de l'Algérie acquise, ces importations seraient ralenties, s'aperçoivent qu'il n'en est rien. Les interventions communautaires sont entrées en ligne de compte. L'Italie a pu rentrer autant qu'il voulait de vin de table. Et ces vins arrivaient, notamment en 7, avec 30-40% de différence de prix avec les vins français. Dites au ministre qu'à chacune de ces promesses, nous opposerons des actes et que nous quitterons les barricades quand vous serez partis. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1975, tous les panneaux directionnels routiers du Languedoc-Roussillon sont peints ou arrachés. Le lendemain, jour du tracé croisé entre Juifs et Haussiens, c'est la pagaille. Et voyant les risques que nous courions, j'ai remonté la colonne de compagnie pour demander au commandant de faire un mouvement. Que le préfet de région fasse dégager le pont de Montredon, et au besoin par une action brève et violente. 2 morts, une trentaine de blessés par balle et par chevrotine. Le nombre exact concernant les viticulteurs est à ce jour inconnu. L'avenir, c'est la rentabilité, la mécanisation, c'est la qualité. En somme, tu préconises la fin du midi viticole. Voilà, donc bon, c'est quelques extraits, c'est 4 minutes sur 2h30, hein, donc, mais ce soir donc on ne fait pas soirée cinéma, c'est plutôt donc sous forme un peu de conférence et ensuite de questions-réponses. Pourquoi j'ai fait ces films? Je voudrais d'abord, ma démarche a été une démarche, bon, je suis originaire du coin, je suis originaire de Fabrezan. J'habite plus dans les Corbières, mais bon, je suis pas loin, je suis sur le Narbonnais. Je suis né dans un village viticole. Du côté de mon grand-père paternel, faisait partie de ces petits viticulteurs qui ont fait la force de la coopération. Et je me suis rendu compte depuis des années que eh bien, cette culture de la vigne, alors quand je dis culture, ce n'est pas forcément que la culture agricole, c'est l'ensemble, bien on pouvait passer maintenant totalement à côté. D'ailleurs, je suppose que vous avez peut-être fait cette remarque, des fois on s'aperçoit que les vendanges sont passées et que ça n'est pas perçu. Parce que les choses ont complètement changé, ont évolué. Et j'avais envie de témoigner auprès donc d'abord des jeunes. Leur parler de cette histoire récente. Ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième objectif, c'était que bon, il y a un fort brassage de population dans cette région, de gens qui sont venus s'installer et qui ne connaissent pas forcément cette histoire, mais qui sont intéressés par cette histoire. Et ensuite, le troisième point, c'est que les gens même qui sont nés ici, certains ont été acteurs, dans les 40 ou 50 dernières années, mais ils ne se souviennent peut-être pas forcément comment les coopérations se sont créées ou comment le phylloxéra, s'il a appauvri le Gard et une partie de l'Hérault, a permis d'avoir une richesse excessive dans l'Aude, par exemple. Et donc j'ai fait ce travail, donc j'ai décidé de faire ce travail voilà, afin de témoigner sur cette histoire. Après, comment j'ai travaillé? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écris et je fais de la mise en scène. J'ai plusieurs spectacles vivants, pardon. Ces spectacles historiques dans lesquels j'utilise beaucoup le cinéma et le théâtre. Je filme très souvent mes acteurs qui sortent de l'écran, qui viennent jouer, etc. J'ai un spectacle sur la laïcité, un spectacle sur 14-18, sur Jaurès. Voilà, ça c'est des spectacles donc, de scène. Et j'ai une compagnie qui s'appelle l'Histoire en spectacle, avec des acteurs professionnels et des acteurs avec qui nous jouons, qui sont amateurs, on va dire éclairés depuis une douzaine d'années. Et donc on a décidé de basculer, d'aller dans le cinéma. Donc on a pu y aller parce que bien sûr on avait une vingtaine d'actrices et d'acteurs qui sont toujours là. Mais ma démarche aussi c'était d'essayer d'impliquer un maximum de gens dans ces films. Donc j'ai fait appel sur des week-ends à des figurants,
à des familles, à des enfants qui se sont joints à nous et on a pu filmer, on a pu reconstituer des scènes historiques assez fortes. Là, il y a un petit extrait dans le film de 1907, où vous voyez Marcelin Albert en train de parler. Là, on a fait des défilés avec 200, 250 personnes, avec des panneaux, etc. Idem pour les années 70, on a reconstitué des manifestations avec les drapeaux occitans, c'était dans l'Hérault, à Marossan, où on était pratiquement 280. Donc, voilà, je suis totalement dans une démarche d'éducation et de culture populaire. C'est-à-dire l'idée, on ne fait pas le film que pour faire le film, on essaie de faire vivre le film pendant, et bien entendu après au moment où on le projette. Puisque ma démarche après en tant que réalisateur, mon film est passé bien sûr dans des cinémas, mais après j'ai une autre approche, c'est que souvent je le passe dans des villages. Les maires nous font venir, des associations, enfin, etc. Et c'est l'occasion donc de passer les films et après d'avoir des débats justement sur cette histoire récente. Voilà, ça c'est pour la démarche, si vous voulez, entre guillemets philosophique, et la façon de travailler. Bon, la particularité, c'est que je peux arriver à remonter, à faire des scènes importantes, puisque j'ai eu la chance je vous ai dit que j'étais originaire de Fabrezan. Mes parents, pendant des années, ont créé des journées 1900 à Fabrezan. Et il y avait un fond de costume que j'ai pu récupérer. Et aujourd'hui, bon, quand je fais des films comme ça, des reconstitutions, j'ai pratiquement 1000 costumes, ce qui me permet d'arriver à habiller les gens et d'être assez opérationnel pour faire justement des séquences avec beaucoup de monde. Voilà. Donc je reviens à cette démarche. Cette démarche, voilà, elle est d'essayer donc d'expliquer l'histoire du vin et de la vigne dans cette région. Parce que bon, on pourrait arriver aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, la vigne, le vin, pratiquement, on va dire 90% des vins sont des vins de qualité. Il y a un énorme travail qui a été fait depuis une quarantaine d'années. Mais puisqu'il y a eu un positionnement, donc, j'allais dire, qui a été imposé par l'histoire, par l'économie, de faire donc d'aller sur des vins de qualité, mais l'histoire de cette région, au départ, c'était pas les vins de qualité. L'histoire de cette région, c'était l'histoire des vins de masse. Les vins de masse, c'était pas du tout péjoratif de dire ça, c'est-à-dire ça correspondait à une production et à une demande. Alors, au départ, j'ai travaillé là-dessus et je voulais expliquer comment les choses se sont mises en place. Et donc, au départ, j'avais dit je ferais un film sur cette histoire du mythe viticole. Et puis, en travaillant, je me suis aperçu qu'un film, ça allait être juste. Puis, je me suis dit je vais en faire 2. Et en fait, je vais en faire 3. Parce que c'est une histoire tellement riche, je ne voulais pas passer à côté de moments forts. Et donc, j'ai découpé ma trilogie. En un début qui attaque sur l'Antiquité et qui s'arrête, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1914. Alors j'ai commencé à l'Antiquité parce que très souvent, dans la région, les gens me disent, quand je passe ma première partie, ils me disent « Ah mais, il n'y a pas toujours eu de la vigne ici ?» Souvent c'est une remarque, on pense qu'il y a toujours eu de la vigne. Et non. Il y a eu de la vigne, effectivement, à l'époque, on va dire, à l'Antiquité, avec les Grecs et surtout donc, avec les Romains, sur quelques centres particuliers, Béziers, Narbonne, mais très rapidement, la vigne, elle va disparaître au moment donc, des invasions barbares, et on est dans une région où on fait de l'agriculture vivrière. Et on va faire de l'agriculture vivrière au Moyen-Âge, on va faire de l'agriculture vivrière jusqu'à la Renaissance, et la vigne n'existera que quelques lopins de vigne un peu en haut des garrigues ou autour des abbayes, mais la vigne représente dans les compois, on mesure à peu près 10 à 15% la place de la vigne dans la région. Donc il n'y avait pas de la vigne partout. Voilà. Donc ça, je l'explique dans la première partie. Et puis, donc, j'arrive... Alors, ça représente peu dans mon premier film. Ça représente, je sais pas, 10-15% du film. Et j'arrive donc
au 18e, la fin du 18e siècle. Et la fin du 18e siècle, la vigne s'implante dans la région. Alors souvent on dit, ouais, la vigne elle est arrivée avec le chemin de fer, c'est-à-dire donc la moitié du 19e siècle. Non, en fait la vigne elle arrive avant. Elle arrive donc à partir du début du 19e siècle, en particulier, je dis la vigne arrive, la vigne pardon s'étend, excusez-moi. La vigne s'étend à partir du début du 19e siècle, en particulier dans les zones autour de Pézenas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait pas du vin. Parce que le vin, on a des grosses difficultés à faire du vin sans qu'il se pique. On ne sait pas faire, hein, on ne sait pas forcément stabiliser le vin. Le vin, souvent, on le fait, on le met dans des tonneaux, il se pique, on y rajoute de l'eau, etc. C'est assez compliqué, c'est-à-dire à stabiliser le vin. Si je reviens à l'arrière, les Romains faisaient du vin, mais bon, dedans ils mettaient du miel, ils mettaient du thym, ils mettaient même de l'eau salée, parce que les vins étaient piqués, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, on n'avait pas la maîtrise des fermentations. Et donc, au début du 19e siècle, je reviens, donc on commence à voir la vigne descendre dans les plaines, parce qu'il y a une demande importante, non pas de vin, mais d'alcool. Et on va se lancer très rapidement, en particulier donc autour de Béziers, de Pézenas, etc., à planter de la vigne et à faire de l'alcool. Et on crée des distilleries, des petites distilleries, donc des propriétaires privés créent des distilleries. Et c'est le début, on va dire, la vigne, je vais appeler ça, de l'industrie de la vigne. C'est-à-dire que au début du 19e siècle, la vigne, on fait de l'alcool. Alors l'alcool, il a la particularité, c'est qu'il est stable. Une fois qu'on a distillé l'alcool, on remplit des tonneaux, on remplit des demi-demi, et le canal du Midi achemine cet alcool via Bordeaux, Paris, et souvent cet alcool part dans le nord de l'Europe. Et la vigne donc se développe. Et des gens commencent à gagner pas mal, voire beaucoup d'argent, en particulier dans les zones de plaine, les zones, ce qu'on appelle les zones du Bas-Languedoc, c'est-à-dire de Montpellier jusqu'à Béziers et dans le Narbonnais. Là, nous sommes donc dans la partie, on va dire, on arrive à peu près en 1850. Et là, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Le premier phénomène, c'est que en France, on est en pleine révolution industrielle. La révolution industrielle, avec la constitution du 4e ordre, des ouvriers, les manufacturiers, les mines, etc., il va y avoir une demande en termes d'énergie alimentaire. Et le vin va être considéré et consommé comme un aliment. Et là, donc, en France, et pas uniquement dans le Midi, va se développer des vignobles où l'on va produire donc des vins, du vin aliment. Et on va produire ces vins aliments parce qu'on est en pleine mutation donc, industrielle, et surtout donc on va pouvoir transporter le vin facilement puisque le chemin de fer arrive. En 1857, le chemin de fer arrive, et là, très très rapidement, la vigne va s'étendre un petit peu partout. C'est-à-dire donc la vigne descend des coteaux, se plante dans la plaine, se plante près des villes, et on produit du vin. Alors ce vin, moi je vous l'ai appelé tout à l'heure, c'est du vin de masse, c'est des vins au départ qui sont des vins très, très peu forts, hein. C'est des vins qui sont à 8, 9 degrés, 10 degrés maximum, mais ces vins vont créer donc une activité très importante, et on va abandonner dans cette région la polyculture élevage, on va abandonner les céréales, et on va passer donc d'une agriculture vivrière à une agriculture industrielle. Alors, quelque chose de très important, c'est que la vigne demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc, la première mutation, on l'a vu, elle est économique. La deuxième mutation, elle est démographique. En France, à cette époque-là, dans la deuxième partie du 19e siècle, on est plutôt dans une période d'exode rural. Ici, dans le Midi, c'est l'inverse.
les gens descendent des montagnes, qu'on appelle les montagnoles, et viennent travailler la vigne. Et donc là, on a un brassage très très important de population, de gens qui viennent soit de l'Aveyron, soit de l'Ariège. Dans le Narbonnais, on vient des Hautes-Corbières. Dans les Pyrénées-Orientales, on vient du Cap-Cyr, de Cerdagne. Dans l'Hérault, on descend beaucoup du Tarn. Et on descend de la plaine. On vient travailler la vigne. On devient brassier. On devient ouvrier agricole. D'abord, on est brassier, c'est-à-dire qu'on travaille au journalier. On travaille la journée. Mais je vais vous donner un chiffre, c'est-à-dire que entre 1865 et 1885, il y a des villages qui multiplient par 5, voire par 7 leur population. L'autre jour, j'étais à Montserrat, dans les Corbières. En 1840, il y avait 110 habitants. En 1880, il y avait 680 habitants. Donc, une démographie galopante et des gens qui viennent travailler la vigne. Ça, c'est la première, la deuxième mutation. La troisième mutation, tous ces gens qui arrivent, il faut les loger. Et donc, dans ce midi de la France, l'arrivée de la vigne va complètement modifier les villages. Jusque-là, on est encore dans le village type médiéval, escargot, circulade, un peu enfermé. Et l'arrivée de la vigne, on va créer des rues entières. Ce qu'on appelle des villages-rues. C'est-à-dire qu'on a des rues, souvent des rues nationales, autour desquelles on construit. On construit des maisons typiquement viticoles. Les maisons viticoles, c'est des cuves. Alors, au départ, ce n'est pas des cuves en béton, au départ, c'est des foudres, ou des tonneaux, ou des demi-nids en fonction de la production que l'on fait, que l'on a, enfin, le nombre d'hectares, d'hectares de pieds qu'on peut travailler. Pour ceux qui ont beaucoup de pieds, l'écurie pour le cheval. Et ensuite, donc, on vit à l'étage. On vit à l'étage avec la cuisine, et souvent, il y a même un deuxième étage, c'est des chambres. Mais il y a des maisons entières, des rues entières qui se créent. Et c'est une mutation, si vous avez l'occasion, mais bon, vous habitez ici, simplement, dans tous les villages, quand vous vous promenez dans la région, vous voyez, on peut dire qu'il y a vraiment une période qui est très liée à la viticulture industrielle capitaliste qui se met en place dans la deuxième partie du XIXe siècle. Donc je vous ai parlé donc de la population, je vous ai parlé donc de ces villages, mais effectivement, on fait du vin. On fait du vin, et on va tellement vite que on fait venir des plants, un peu de partout. Dans un premier temps, on fait venir des plants d'Amérique qui ramènent de l'oïdium, donc il y a une première crise d'oïdium. Et puis ensuite, même on ramène d'autres plants d'Amérique avec un petit puceron. Et ce petit puceron, il va créer un désastre, c'est le phylloxéra. C'est-à-dire que le phylloxéra arrive en 1868, il est décrypté par l'école agricole de Montpellier, où en fait on est capable de dire que c'est ce puceron donc, qui attaque les racines et qui tue les vignes. Et ce phylloxéra va faire des dégâts terribles. Alors on va faire des dégâts terribles en France, parce qu'en France il y a de la vigne partout. Je vous rappelle, avec la révolution industrielle, on va planter de la vigne partout, pas que dans le Midi. On en plante en Charente, on en plante dans le centre de la France, on en plante partout de la vigne pour faire donc ces vins de masse, sauf que le phylloxéra va tuer, raser complètement des vignobles. Si je prends le Midi, le département du Gard est attaqué par le phylloxéra qui descend de la vallée du Rhône, et le phylloxéra va complètement ravager ce vignoble. Ça va créer une misère terrible. Des gens vont partir, des gens vont traverser la Méditerranée, vont aller s'installer en Algérie. Mais le phylloxéra, il descend, mais en fait, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas une nappe qui fait disparaître toutes les vignes. Il saute de temps en temps, il va de vigne, il peut aller 2 hectares plus loin, etc. Et donc on a compris que le phylloxéra, il voyageait avec les plants des vignes et avec le vent. Donc très rapidement, on va mettre des cordons prophylaxiques en place, et autour de la région un peu de Gijan, vous voyez. Là, on bloque
et il n'y a plus de passage de bois, il n'y a plus de passage de plants, etc. Donc on arrive à bloquer le phylloxéra pendant quelques années, ce qui fait que la région qui va de Pézenas jusqu'ici, on va dire un triangle, Béziers, Carcassonne, jusqu'à Perpignan, le phylloxéra arrivera très tard. Et là, il va se passer un phénomène très très important, c'est qu'en France, il va manquer beaucoup de vin. Il va manquer beaucoup de vin puisque les autres régions ne peuvent plus produire. Et donc, la région qui va produire du vin, c'est ce triangle-là. Ailleurs, c'est le malheur. Ici, on va appeler cette période l'âge d'or phylloxérique. Et quand je vais parler d'âge d'or phylloxérique, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on va, pendant 7 ans, c'est-à-dire de 1878 à 1885, vendre du vin à des prix extraordinaires. Je prends un exemple, le vin se vendait en 1870 à 10 francs l'hectolitre. Dans la période de l'âge d'or phylloxérique, on le vend à 45 francs. Et c'est une période où les producteurs, les propriétaires vont non pas partager leurs recettes, mais vont construire. Et c'est l'époque où on va construire des châteaux. Ce qu'on a appelé les châteaux pinardiers. Vous avez entendu parler, ou les châteaux d'Aramonie. Donc quand vous baladez du côté de Béziers, du côté de Narbonne, tous ces châteaux qui sont plus exubérants les uns que les autres, ont été construits à cette époque-là. Souvent avec l'argent d'une récolte. C'est-à-dire qu'avec l'argent d'une récolte, on arrivait à construire un château. Donc il y a à peu près entre 700 et 1000 châteaux qui correspondent donc à ces châteaux d'Aramonie, je préfère dire, et qui ont été construits grâce au malheur des autres. Enfin, grâce en tout cas à l'âge d'or phylloxérique. Et ces châteaux, ils ont une particularité, c'est que très souvent, ce sont des châteaux... en fait, il y avait un concours qui s'était un petit peu organisé entre châtelains. C'était à celui qui avait le plus beau château. Et si vous avez l'occasion d'aller en visiter quelques-uns, vous allez voir, vous avez tous les types d'architecture possibles et imaginables, de l'art byzantin, de l'art roman, de l'art gothique, et même, vous avez à côté vous avez le château de Grézan, qui est sur la route de Bédarieux. En fait, le propriétaire, il a reconstitué une cité de Carcassonne, en miniature. Donc c'est pratiquement un décor de théâtre, parce qu'en fait, il n'a pas fini à l'intérieur, c'est-à-dire que les tours, elles sont construites en moitié, quoi. Voilà. Et donc c'est une période très riche pour la région. C'est une période très riche qui va permettre cet argent qui arrive dans la période de l'âge d'or, va permettre, si vous voulez, quand on va savoir que pour continuer à faire de la vigne, il va falloir donc faire donc des croisements, je cherche le terme, des greffes, des greffes de plants pour pouvoir donc repartir avec des nouvelles variétés de vignes. Eh bien, les gens de cette région, du Narbonnais et du Biterrois, etc., auront suffisamment de trésorerie pour replanter de la vigne de suite, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas touchés par le phylloxéra. Donc je raconte ça dans le film, je raconte que c'est une influence importante, et puis je raconte que cette viticulture, au départ, c'est une viticulture très, très capitaliste. C'est-à-dire que la viticulture, qui s'installe au XIXe siècle, ce sont donc des capitaux qui arrivent, souvent de manufacturiers qui ont arrêté leur manufacture et qui ont mis de l'argent dans la vigne et qui ont construit des gros domaines. C'est-à-dire qu'au départ, la vigne, à 90%, à la fin du XIXe siècle, c'est que des gros domaines. Des domaines immenses. Quelquefois 50, 100 hectares. Et donc, ils font travailler beaucoup de gens. Puisque, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de travaux manuels à faire. Voilà la viticulture du Midi au XIXe siècle.
Mais ça a une influence importante. Vous voyez, vous imaginez, cette région, l'affaire de 30-40 ans, elle est passée de, on va dire, j'allais pas dire du Moyen-Âge, mais de l'Ancien Régime, etc. Elle est rentrée totalement dans une ère d'agriculture industrielle. C'est peut-être vraiment la seule région à cette époque-là où on est dans l'agriculture industrielle. C'est-à-dire, on vit du commerce. On fait du vin pour vendre, on ne fait plus de l'agriculture pour vivre. Voilà. Donc ça, c'est important, donc très important. Je vous passe, dans mon film, je raconte aussi que la viticulture a la particularité, c'est de dégager du temps libre. Du temps libre, et qu'il va se développer dans le midi de la France énormément d'orchestres, d'orphéos, et que même Béziers va devenir la capitale mondiale des cafés, des maisons de passe, va devenir une ville de jeu, va devenir une ville où des arènes vont être construites, où chaque été il va y avoir des opéras du monde entier qui vont venir à Béziers, c'est-à-dire que la richesse, elle est dans le midi de la France. Voilà. Mais on est donc dans le libéralisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre. On produit, mais on ne sait pas vendre, il y a des gens qui s'en chargent. Parce que parallèlement à la production de vin, il va se développer un métier, c'est le métier de négociant. Le métier de négociant est très lié à la viticulture. Le métier de négociant, c'est l'interface de la viticulture dans la région. C'est-à-dire que toute la production est vendue, quand je dis toute, c'est 99% à cette époque-là, est vendue par le négoce. Alors le négoce, c'est des gens qui sont installés dans la région, souvent à Béziers, Montpellier, dans les villes, et qui ont tissé après tout un réseau avec des courtiers, donc des gens qui achètent dans les châteaux. Quand va se développer la petite viticulture, ils iront acheter chez les petits vignerons, etc. Mais ces gens-là, c'est eux qui achètent le vin, qui le transportent, qui souvent le transforment là-bas. C'est-à-dire que le vin est toujours transformé. Le vin, quand il sort de chez le vigneron, il passe chez le négociant et il y a des transformations. On met des produits pour stabiliser, on met du plâtre, etc. Il y a beaucoup de manipulations qui se font chez le négociant. Et ensuite, les vins partent sur des bassins de vente. On connaît Bercy, mais il y a beaucoup de bassins, il y a des pôles importants dans la région, c'est Clermont-Ferrand, et surtout Rouen. Le négoce va faire vivre le midi. Souvent, le négoce, il a été décrié. On a toujours dit, c'est la faute du négoce, etc. Sauf que sans négoce, il n'y aurait pas eu le développement de la viticulture. Alors je reviens et je raconte, j'explique dans mon film que cette viticulture capitaliste, elle va produire. Et elle ne va jamais se poser la question de savoir est-ce que je ne produis pas, est-ce qu'elle n'a pas trop, est-ce qu'elle n'a pas assez, etc. Non, on est dans une course où on produit. Et on va arriver à la fin du 19e siècle, dans une situation très claire, on est en surproduction. Et qui dit surproduction, il dit chute des cours. Et donc, en 1900, le vin est complètement au rang des pâquerettes en termes de prix. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on équilibre tout juste les comptes. Donc la première réaction des grands patrons, c'est des ajustements un peu classiques, c'est qu'on propose de baisser les salaires. Et là, il y a des grèves qui se mettent en place, puisqu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément d'ouvriers agricoles qui travaillent donc dans la vigne. Et donc il y a des grandes grèves en 1903-1904. Des grèves très dures qui se passent en particulier donc, dans le Biterrois et le Narbonnais. Des grèves qui durent 2-3 mois, etc. Bon, qui finissent par des accords entre les patrons et les ouvriers où on maintient les salaires. Mais on continue à produire. Bon, ça dépend des années, si on est en forte production, etc. Mais ça se passe mal et on a du mal à vendre. Le négoce vend à des prix très très bas. Et on arrive à 1907 où on a une crise importante et on a les événements de 1907.
Avant de vous parler rapidement de 1907, parce que je suppose que bon, vous connaissez 1907, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Je vous ai parlé du négoce. Le négoce, il a cette particularité, c'est que lui, il a besoin de vendre. Au moment de la crise du phylloxéra, le négoce n'a pas suffisamment de vin. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le négoce? Il va partir en Algérie et il va créer un vignoble. Il va créer le vignoble d'Algérie, qui, 70 ans après, va être un vignoble qui va arriver en concurrence avec les vins du Midi. Les événements de 1967, etc., c'est autour des vins d'Algérie. Donc, le vignoble d'Algérie est créé par les négociants de Sèvres. Les négociants de Sèvres vont en Algérie et on va créer pratiquement 100 000 hectares, on va planter, 100 000 hectares de vignes en Algérie. Voilà. Voilà, je vous ai un peu planté le décor. Donc, mes films racontent ça. Ils les racontent de façon très accessible, mais c'est voilà, c'est cette histoire-là. En 1907, on arrive, le vin ne se vend plus. Cette crise, on ne regarde pas en face les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on est en surproduction. On est en surproduction, il faudrait réduire, mais comme il n'y a aucun cadre, on est vraiment dans un cadre libéral. C'est-à-dire, il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de loi. Aucune loi, on fait ce qu'on veut. Donc on trouve un bouc émissaire, la fraude. Effectivement, il y a de la fraude. Il y a de la fraude, il y a des négociants dans les centres comme à Bercy qui font du vin avec de l'eau, avec des acides, avec des colorants, etc. Mais aujourd'hui, les historiens qui sont penchés, on sait que la fraude, elle représente 10%. Elle représentait 10% la fraude. Mais le reste, c'était de la surproduction. Mais bon, le bouc émissaire, ça va être la fraude. Et là, autant les grèves de 1903-1904 avaient été des grèves de classe contre classe, autant en 1907, la fraude, elle va permettre d'avoir un bouc émissaire, et il va y avoir un aspect unanimiste, c'est-à-dire que toute la profession qui vit pour et par la vigne va se dire maintenant, on va se défendre tous ensemble. 1907, c'est 6 mois de, on va dire, de révolution, parce qu'au moment, on n'est pas loin de la révolution, mais en tout cas, c'est 6 mois dans le midi de la France où on va bouillonner. C'est 6 mois, pas plus. 1907, ça commence par Marcelin Albert, qui est d'Argelès, et qui, lorsque la commission du Parlement descend dans le Midi pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que certains députés ont fait remonter qu'on était dans la misère, Marcelin Albert, avec 87 d'Argelès, va à leur rencontre, il monte sur un arbre, il fait un discours, on le prend pour un imbécile, etc. Et c'est le jour où il dit à Féroul, il se fout de lui, il lui dit, mais t'en fais pas Féroul, je reviendrai à Narbonne avec 100 000 manifestants. Et c'est le printemps des meetings. À partir de là, à partir du mois de mars 1907, tous les dimanches, il y a des meetings dans le Midi qui vont devenir des meetings énormes en termes de fréquentation. 100 000 personnes à Narbonne au mois de juin, 70 000 à Béziers une semaine avant, 300 000 à Perpignan, et on termine le 6 juin à Montpellier où il y a 600 000 personnes. Donc en 1907, 600 000 personnes vont à Montpellier. Des gens qui partent 2 jours avant avec des charrettes, il n'y a pas de voiture, il y en a une pour Marcelin Albert, mais après on part en train, etc. Le gouvernement a laissé faire. Le gouvernement a laissé faire. Pourquoi il a laissé faire le gouvernement? Parce que c'est les radicaux socialistes, c'est Clémenceau au pouvoir, et que dans l'Aude, dans l'Hérault, on est radical socialiste. En particulier dans l'Aude, on en a même un qui est secrétaire d'État qui s'appelle Sarraud. Et Sarraud dit souvent je maîtrise la situation. Donc on laisse faire. Et effectivement, les meetings, ce sont des meetings très méditerranéens. On dénonce, on sort des grandes phrases, mais on n'a pas forcément. On ne propose pas forcément une sortie des solutions. Sauf que Féroul, le maire de Narbonne, rentre dans le jeu au mois de mai, 1907.
Et lui, Féroul, il passe d'un mouvement, on va dire, je ne vais pas dire folklorique, parce que ce n'était pas du tout folklorique, mais d'un mouvement qui n'a pas de revendication, on va dire, politique. Il a fait un mouvement politique. C'est-à-dire que lui, il décide de mettre la pression sur le gouvernement en disant, si vous ne faites rien pour nous, les mairies du Midi, nous allons démissionner. Et il donne un ultimatum, le 10 juin 1907, nous allons démissionner. Et là, Clémenceau s'affole. Il s'affole en disant, attention, la République est en danger. La République, elle est une indivisible. Et si sa mairie qui démissionne, avec en plus des discours séparatistes, en occitan, etc., on se dit, attention, il va falloir arrêter ce mouvement. Et là, donc, Clémenceau durcit le ton, Saron démissionne, et donc on se retrouve dans une situation où, effectivement, le 10 juin, il y a pratiquement, en tout, il y aura 600 mairies qui vont démissionner à peu près. Il y en a 400 au départ, après les autres suivront, parce que les vignerons mettront la pression sur les maires radicaux qui n'osaient pas trop démissionner vis-à-vis du gouvernement. Et le Midi démissionne, les mairies démissionnent, on ne paye plus d'impôts, on fait, etc. Et là, donc, la réaction du pouvoir central, c'est d'envoyer l'armée. Et là, il y a une tension, c'est-à-dire, on va arrêter les leaders. Donc, on envoie l'armée à Argelliès. Et à Argelliès, on ne trouve pas Marcelin Albert, qui s'est caché dans le clocher de l'église. Mais surtout, on va arrêter Féroul, chez lui, à Narbonne. Ça, c'est donc le 18 juin 1907. Et là, les événements de violence vont monter en puissance. C'est-à-dire qu'à Narbonne, dans la nuit donc, du 19 juillet, enfin le soir pardon, du 19 juillet, il va y avoir donc des vignerons, des Narbonnais, etc., qui n'acceptent pas du tout qu'on ait arrêté Féroul. Et il y a des manifestations sur le boulevard Gambetta de Narbonne. Si vous connaissez Narbonne, c'est l'endroit où il y a la sous-préfecture. Et là, le préfet envoie la cavalerie. Et dans la nuit, il n'y a pas de lumière, etc. Donc il y a des jets de pierre, etc. Et à un moment donné, donc, il y a des militaires qui tirent, qui blessent des gens. Et il y a un homme qui est à la terrasse d'un café qui reçoit une balle et qui meurt. C'est le premier mort de 1907. On est à l'état d'insurrection. C'est-à-dire que les militaires entourent la préfecture. Dans la nuit, il y a des militaires qui se font attaquer à la caserne, etc. C'est une situation tendue. Donc des télégrammes partent à Paris. Et dans la nuit, Clémenceau envoie des militaires de Rodez, des militaires d'Agen, etc. On est vraiment en situation de guerre civile. Hein, c'est très tendu. Le lendemain, on est le 20 juin. Sur les barques, là se trouvent des vignerons en colère, et au milieu, il y a un bouchard, un policier en civil, qui vient écouter un petit peu, c'était peut-être pas, je sais pas, c'était pas les RG, mais enfin, il faisait comme les renseignements généraux, et il est reconnu. Et là, ils le poursuivent, ils le jettent dans le canal. Et quand il est dans le canal, on lui envoie des pierres sur la tête, enfin le gars est à deux doigts de se noyer. Et puis il va un petit peu plus loin, et là il y a des gens de Narbonne qui le sortent de l'eau, et qui se disent il faut aller l'amener à la mairie, parce que sinon il va être lynché. Et donc ces gens portent ce policier, et quand ils sont à une dizaine de mètres devant la mairie de Narbonne, il y a un régiment, avec des armes, qui garde la mairie. Et là, tout d'un coup, il y a des coups de feu qui partent de la part des militaires. Des coups de feu qui partent un peu dans tous les sens. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a aucun ordre qui a été donné. C'est-à-dire que c'est de l'affolement. C'est des jeunes qui sont avec des armes, qui tirent. Et là, donc, il va y avoir des gens qui vont être tués. 5 morts. 5 morts. Vous connaissez certainement la chanson écrite par Yves Roquette sur Cécile Bourrel. Cécile Bourrel, donc, qui meurt à l'âge de 20 ans. Pagès, qui meurt à l'âge de 18 ans. Donc 5 morts sur la place de Narbonne, sur les événements de 1907. On est à l'état de guerre civile, hein, c'est-à-dire que c'est mort, il y a des gens qui arrivent de partout. Le lendemain à Béziers,
il y a une mutinerie, des soldats, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Et Clémenceau apprend qu'il y a tous ces morts. Clémenceau qui était le dieu des vignerons. Il faut savoir que quand il se déplaçait dans les meetings, il était entouré presque de gardes du corps, tellement qu'il était adulé. Et Clémenceau, ça va à Paris. Il se dit, il faut que j'aille voir Clémenceau. Il faut que, Marcelin Albert, excusez-moi. Marcelin Albert, qui voit que les événements prennent cette ampleur, décide donc d'aller à Paris rencontrer Clémenceau. Il le rencontre. Clémenceau, en tant que grand coquin et grand spécialiste de la politique, va l'endormir, va même lui donner 100 francs parce qu'il n'a pas d'argent pour revenir dans le Midi. Et Marcelin Albert revient à Narbonne, raconte son entrevue avec Clémenceau. Et il dit j'ai donné ma parole qu'on allait arrêter le mouvement, etc. Et là, Féroul qui veut prendre le leadership, plus Clémenceau qui raconte l'entrevue dans tous les journaux parisiens, Marcelin Albert est complètement discrédité. Donc il est discrédité, il se fait prisonnier, il se retrouve à Montpellier à la prison. Bon, le mouvement se calme, et là, c'est le monde politique qui va reprendre la main, puisque il va y avoir très rapidement 2 lois qui vont être votées. C'est la loi contre le mouillage et le sucrage, si vous voulez. C'est-à-dire, ça c'est la première loi. Et la deuxième loi, c'est la loi sur la déclaration de récolte. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, à partir de maintenant, on va encadrer la viticulture. Vous déclarerez tant d'hectares qui correspondent à peu près tant d'hectos, et chaque année, vous ferez une déclaration de récolte. Comme ça, les gens qui font du vin de la fraude, ils ne pourront plus en faire, puisque s'il n'y a pas de déclaration de récolte, on ne peut pas produire de vin. Voilà. Mais surtout, après 1907, dans l'épisode de 1907, il retombe. Il retombe, c'est-à-dire qu'au mois d'août, c'est terminé. C'est terminé. Rapidement, Féroul est le grand gagnant de 1907, et Marcelin Albert, qui faisait lever des milliers et des milliers de gens, est obligé même de partir quelque temps en Algérie, se cacher, parce qu'il y a des gens qui veulent même le tuer. Hein. Enfin, il se fait tabasser à Argeliès, etc. Et Féroul meurt en 1921. Il y a à peu près 20 000 personnes à son enterrement. Marcelin Albert meurt 10 jours après. Il y a 83 personnes à son enterrement. Pour donner, il ne sera réhabilité, Marcelin Albert, que dans les années 50. Voilà. Donc je raconte toute cette histoire. C'est une histoire assez forte, c'est-à-dire c'est un mouvement qu'on n'y en a pas eu ailleurs. Mais c'est un mouvement après qui retombe. Et à l'issue de 1907 se crée quand même la CGVM, la Confédération Générale des Vins du Midi. Et ça c'est important, c'est-à-dire que dans cette Confédération Générale des Vins du Midi, c'est tous les vignerons, les négociants, petits, grands, etc., qui vont y rentrer, c'est-à-dire qu'on est dans un esprit unanimiste. Il n'y a plus de lutte de classe, etc. On est là pour faire vivre la vigne et faire vivre. Et mon premier film se termine donc par la guerre de 14, qui va permettre de faire remonter les cours du vin. La guerre de 14 va être une période très bénéfique pour les vins du Midi. Le pinard des poilus. Le pinard des poilus, les députés du Midi vont négocier souvent au ministère de la guerre pour qu'on puisse augmenter les quantités de vin et acheter davantage de vin dans le Midi pour les soldats, dans les tranchées. Donc c'est une période faste pour cette période. Voilà. Donc ça c'était la première partie du film. Voilà, moi je raconte, c'est pas un film sur l'histoire du vin ou de la vigne, c'est sur cette civilisation. La particularité, c'est que je vous ai parlé de la viticulture capitaliste, gros domaine, et des ouvriers. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène important, c'est que très rapidement, les ouvriers vont commencer à acheter, avec le peu d'argent qu'ils ont, des pétasses de vigne, des pétasses de terre, comme on dit, des petits bouts de terre où ils vont planter de la vigne, etc. C'est-à-dire que très rapidement, les ouvriers qui étaient venus, les ouvriers agricoles qui étaient venus avec leurs bras, vont devenir des petits propriétaires. Et il va y avoir un rapport entre les propriétaires et les ouvriers
qui vont se faire où de temps en temps le patron va prêter le cheval pour aller travailler ces petites vignes qu'on a dans le coin, dans la colline, etc. Un peu de matériel. Donc on est beaucoup moins dans un rapport de force. C'est-à-dire cette lutte de classe qu'il pouvait y avoir à la fin du XIXe siècle est disparue. Après la guerre, ça va se développer. C'est-à-dire que tous ces ouvriers, petit à petit, vont acheter un peu plus de terre, un peu plus de terre. Et en fait, on va se retrouver avec une viticulture qui va muter. C'est-à-dire, effectivement, il y aura toujours des châteaux, des gros domaines, mais il va se développer une petite viticulture, c'est-à-dire la viticulture des petits propriétaires. Et cette viticulture des petits propriétaires, elle se développe énormément, sauf que c'est très compliqué d'avoir un hectare et demi pour garder son vin. Et là, se met en place une réflexion, c'est la réflexion d'essayer de mettre en commun son vin, c'est-à-dire la création des caves coopératives. La création des caves coopératives, elle est double. Avant la guerre de 14-18, il y avait 14 caves coopératives dans le Languedoc-Roussillon. Souvent, c'était des caves coopératives politiques. C'était des caves coopératives créées par des socialistes qui étaient dans l'idéal de Gide, qui étaient dans une approche très politique. En particulier, on parle souvent de la cave de Marossan, puisque Jean Jaurès était venu visiter les travaux le 1er mai 1905. Donc c'était des caves avec une idéologie, des gens qui se regroupaient, qui étaient dans une approche très politique. Et à partir de 1920 et 1940, il va se créer dans le Languedoc-Roussillon 400 caves coopératives. Et les caves coopératives qui vont se créer, effectivement, c'est pour les petits propriétaires et les moyens propriétaires, mais elles vont se créer dans un esprit économique. Elles vont se créer pour pouvoir vinifier ensemble le vin, afin d'avoir de la vaisselle vinicole suffisante pour ne pas que le vin se pique, etc. C'est un outil technique, la coopération. La particularité, c'est que chacun vend son vin. La vente en commun du vin, dans la coopération, n'arrivera que beaucoup plus tard, dans les années 60-70. Là, à cette époque-là, on vend chacun son vin aux négociants. Mais on met en commun l'outil de travail. La coopération, c'est aussi... elles se sont créées, les coopératives se sont créées sur des bouts de table. C'est quelques vignerons qui se retrouvaient dans une cuisine et qui disaient on va y aller, on va mettre de l'argent à travers des parts sociales. L'État, à cette époque-là, soutenait les petits. L'État va soutenir les petits à justement s'organiser. Donc il y aura des subventions à travers le génie rural. Il y a des architectes qui viennent dans les villages, etc. Et la coopération commence comme ça. La coopération, c'est quelque chose vraiment de très très important. Je m'arrête 2 secondes parce que dans mon fil, je l'explique ça. C'est-à-dire que sans coopération, il y a des milliers de familles qui n'auraient pas pu rester, qui n'auraient pas pu vivre dans la région, dans les années 20, dans les années 30, 40, 50, jusqu'aux années 80, où là, par contre, on a arraché. La coopération, ça va être un outil qui va permettre aux petits vignerons. Quand je dis petits vignerons, c'est des gens qui avaient entre 2 et 5 hectares de vignes. Et la coopération va leur permettre de vivre, de survivre, mais de rester dans la région. La deuxième importance, le deuxième point, dans cette période de l'entre-deux-guerres, c'est le monde politique. Le monde politique, en 1907, il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. Mais il ne maîtrise rien au niveau des manifestations, il ne maîtrise rien au niveau du vin, au niveau de la production. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune règle. À partir de 1920, on va créer un statut viticole. Et il y a un député qui vient de Béziers, qui s'appelle Édouard Barthes. Et ce député, Édouard Barthes, lui, il ne veut pas revivre 1907. Et ce député, il va faire voter des lois pendant l'entre-deux-guerres. Ces lois, elles vont permettre à la viticulture méditerranéenne d'arriver jusqu'aux années 75 avec des systèmes pour régulariser la production. Les systèmes, vous les connaissez, mais c'est la distillation, c'est l'arrachage, c'est l'interdiction d'arroser, et c'est aussi la possibilité de bloquer le vin en cave pendant un long moment, afin qu'il y ait un écoulement qui se fasse d'une façon
d'une façon, on va dire, du même niveau pendant toute l'année. Barthes a l'intelligence de faire une loi qu'on appelle la loi sur le carburant. En 1920, les véhicules, il y a de plus en plus de véhicules, et les véhicules, ils fonctionnent moitié essence, moitié alcool. Et lui, il fait voter une loi comme quoi l'alcool des voitures serait issu des betteraves. Et que toute autre production, c'est-à-dire la vigne, la distillation des raisins, servira à l'alcool pour la pharmacie, etc. C'est-à-dire qu'en créant cette loi, il va permettre de dégager des millions d'hectolitres d'alcool qui vont permettre de faire un tampon pendant l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que Barthes, il fait des lois qui vont permettre aux viticulteurs non plus de vivre comme au XIXe siècle, mais de vivre assez correctement avec un système de régulation. Mais on arrive dans les années 30 à une crise de nouveau de surproduction. Et la crise de surproduction, elle vient de l'autre côté de la Méditerranée. Elle vient de l'Algérie. L'Algérie, c'est un département français. On produit ici, dans le milieu de la France, en 1934, 60 millions d'hectolitres. L'Algérie, en 1934, produit 44 millions d'hectolitres. Donc pratiquement, j'allais dire, à peu près pareil. Et ce vin, il arrive en France. Le négoce le fait venir en France. Et là, c'est l'époque de ce qu'on va appeler les vins médecins. C'est-à-dire qu'on va demander dans la région de produire des vins à faible degré. Et en Algérie, on a des vins avec des degrés élevés. Et là, les vins médecins, ça veut dire que le négoce va mélanger le vin algérien et le vin français. Et il va faire ce qui va permettre d'avoir un équilibre pendant des décennies sur des vins, ce qu'on appelle les vins de table, qui vont être des vins de table entre 10 et 11 degrés, qui vont être sur le marché pas très cher, parce que le vin d'Algérie est beaucoup moins cher que le vin français. Il est beaucoup moins cher pour des raisons très claires, c'est que le personnel est beaucoup moins payé, etc., et beaucoup moins de charges, donc on arrive à avoir des vins moins chers. Voilà. Mais bon, donc l'entre-deux-guerres, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que la viticulture, c'est la coopération. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure au XIXe siècle qu'il y a eu un gros brassage de population de montagnols, comme on dit dans la région. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a un énorme brassage de population ici, c'est les Espagnols. Pendant la guerre de 14-18, dès 1914, on fait venir des Espagnols, des hommes, puisque les Français sont de la guerre, on fait venir des Espagnols. Et ces gens-là vont rester. Et pendant l'entre-deux-guerres, il va y avoir énormément d'Espagnols qui vont venir travailler. Et qui vont être une main-d'œuvre, je peux vous dire, ajustable. C'est-à-dire que quand la récolte n'est pas bonne, on les renvoie en Espagne, sans se poser de questions. Parce qu'on a tendance à croire que les gens sont arrivés, sont installés. Donc il y a énormément de gens qui sont venus, qui sont repartis, etc. On raconte souvent que les Espagnols sont arrivés au moment de la retirade. Et sinon, les Espagnols sont arrivés dès 1904. Il y en a même eu au XIXe siècle, mais souvent ils sont arrivés dès 1914. Et l'année où il y a eu le plus d'Espagnols, c'est en 1928. Donc les Espagnols arrivent, les Espagnols vont travailler la vigne, et les Espagnols, petit à petit, vont faire comme les Montagnols, à partir des années 45, 50, 60, eh bien, vont pouvoir soit acheter, soit sous forme de fermage, s'installer et vivre de la vigne ici. Alors très rapidement, cette viticulture, donc ce statut viticole, va faire qu'on va avoir une viticulture dirigée par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui va fixer la règle du jeu de 1920 jusqu'à 1970. Quand je dis c'est l'État, ça veut dire que l'État, une année, on va faire les jeunes de la CGVM, Peigny et compagnie, c'était donc les leaders montés à Paris, négocier. Donc on mettait une distillation, ça permettait de réguler, il y avait un prix plancher du vin, et donc on arrivait à vivre, je ne dis pas d'être super riche, mais à vivre de cette viticulture. Et donc pendant 50 ans, on est sur une viticulture dirigée. Voilà. En 1970,
1957, il y a la création de la CE, et l'agriculture rentre dans la compétence de l'Europe. La compétence de l'Europe, la viticulture rentre dans la compétence de l'Europe. Alors il y a des discussions, des dérogations, etc. Et la viticulture rentre officiellement en 1970 dans le marché commun. Et là, le marché commun, on vient de passer 50 ans de viticulture dirigée, protégée. Quand le marché commun se met en place, la viticulture, on rentre dans une approche libérale, où là, on est dans la concurrence. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'Europe, et là, très rapidement, on a les vins italiens qui arrivent, qui sont sur le même segment. On parle aujourd'hui de l'Espagne, mais c'est pareil. On est dans le même segment de production, et les vins italiens arrivent. Les vins italiens arrivent 40% moins chers que les vins produits en France. On est en 1970, et là, les syndicats habituels, c'est-à-dire la CGVM, ne peuvent pas faire grand-chose. C'est assez compliqué. On négocie avec l'État, l'État dit c'est plus nous, c'est l'Europe, etc. Ils trouvent des systèmes un petit peu. Et se met en place, bon ça a commencé dans les années 60, mais se met en place, on va dire une branche armée, c'est les comités d'action viticole. C'est-à-dire qu'on décide d'actionner une autre forme de syndicalisme, c'est-à-dire un syndicalisme d'action pour mettre la pression sur les pouvoirs publics. Et là, les historiens ont appelé ça la guerre du vin. À partir des années 70, alors 70-71, ça va se calmer 72, 73, 74, on a la guerre du vin, c'est-à-dire qu'on va se battre contre les importations de vins italiens. Alors au départ, on va se battre en manifestant. Ensuite, il y aura des conflits un peu avec les forces de l'ordre. Après, on va passer à de l'action plus forte, c'est-à-dire qu'on va se mettre au bord des routes à partir de 7 et on vide les camions italiens, peut-être des gens qui l'ont vécu. Et petit à petit, on monte en puissance, c'est-à-dire qu'il y a une tension importante avec les forces publiques et les représentants de l'État. Il y a des attentats, c'est-à-dire il y a des perceptions qui sautent, etc., etc. Et on arrive donc... alors, on a non plus un syndicalisme unanimiste, là on a un syndicalisme d'action, avec des personnages forts, des personnages qui vont être à la tête de ces syndicats. Il y en a un que vous connaissez bien, c'est André Caz, Valero, il y avait Maître Roger, Ouvialade, plus dans les Corbières. Et voilà. Et donc il va y avoir donc une montée en puissance, bon, je vais assez vite, une montée en puissance où on a l'impression que plus personne n'entend les vignerons du Midi. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 1976, on décide de faire une opération, les comités d'action viticole décident de faire une opération assez forte. Ils veulent plus aller vider des cuves chez les négociants dans la région, ils décident de monter dans la région lyonnaise. Et ils se rendent chez un négociant de la région lyonnaise, ils arrivent de bus dans la nuit et ils rasent l'entrepôt. On casse les bouteilles, on vide les cuves, etc. Et on repart tranquille, on repart, il y a une fourgonnette de gendarmes qui arrive, les mecs ils se retrouvent à l'envers, et ils repartent tranquille. Et là, on est le 1er mars, on arrive à Narbonne, et à Paris, ça fait des mois que ça pète toutes les nuits, etc. Le ministre de l'Intérieur dit maintenant ça suffit. Le ministre de l'Intérieur, c'est Poniatowski. Il dit ça suffit, je veux qu'on arrête des vignerons qui étaient à Lyon. Et là, on arrête 2 vignerons. Alors au départ, on les convoque au commissariat de Narbonne. On assure à André Caz que simplement c'est un interrogatoire de routine, donc les vignerons laissent partir les deux vignerons, qui s'appellent Olive et Domenech, qui s'appellent les deux. Et en fait, dès qu'ils rentrent dans le commissariat de Narbonne, il y a une voiture qui est derrière,
On les fout dans la voiture, on les cache bien, et on les transporte à Montpellier. Au SRPJ de Montpellier. Au bout de 2 heures, ils sortent toujours pas du commissariat de Narbonne, et là, donc, les vignerons, les leaders viticoles commencent à s'affoler. En fait, bref, ils connaissent du capitaine, ils téléphonent, puis on leur dit, donc, ils sont partis à Montpellier. Et là, la colère monte. La colère monte, il y a un appel qui est fait à tous les viticulteurs de l'Aude de se rendre à Narbonne sur les barques. Et sur les barques, on voit arriver des viticulteurs avec des fusils. On voit arriver avec des viticulteurs avec des fusils, puis on apprend dans l'après-midi, dans la fin de soirée, que les 2 vignerons ont été transférés à Pont-Cambrès. Et à 22 heures, on apprend qu'ils sont écroulés. Et là, il y a une colère, on va appeler ça la nuit blanche de Narbonne, c'est-à-dire que les vignerons, les actions, les comités d'action, bien vont se déchaîner, quoi. Hein. C'est-à-dire c'est la nuit blanche, il y a, je crois, 14 perceptions qui sautent, la gare de Lézignan est rasée, Narbonne, etc. Les leaders, André Caz, il y a Mestre, etc. Ils essaient de calmer le jeu, mais c'est très très compliqué. Donc on arrive le matin, et le matin, en fait, on est dans un décor de guerre civile, hein, sur Narbonne. Donc moi j'ai eu la chance en faisant ce travail, c'est de rencontrer bien sûr les leaders du comité d'action viticole, de rencontrer les acteurs viticoles, mais j'ai fait un vrai travail de recherche. J'ai rencontré les CRS, les gens des forces de sécurité qui étaient là. Donc des gens qui étaient sur Narbonne qui disent oui, on était à la préfecture, ça tirait dans la préfecture. Enfin, c'était une tension importante. Le préfet de l'Aude téléphone à Poniatowski plusieurs fois lui disant il faut libérer à tout prix les 2 vignerons, sinon ça va être la catastrophe. Poniatowski le dessaisit du dossier et il donne le dossier, la gestion du dossier au préfet de région, qui est un proche de Poniatowski. Il lui veut la manière forte. Et là donc à Narbonne le matin, devant la CGVM. La CGVM, je ne sais pas si vous connaissez les barques. La CGVM, si vous connaissez Narbonne actuellement, c'est l'endroit où il y a l'indépendant et le Midi Libre maintenant. C'est un plein centre des barques. Et là, il y a 2000 ou 3000 vignerons. Dès le matin, 8h, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une discussion entre les leaders viticoles, et puis André Caz dit on ne peut pas rester dans Narbonne, souvenons-nous de 1907, il faut sortir de Narbonne. Allons bloquer la route à l'endroit habituel, à Montredon. Et là, dans les vignerons s'en vont, à Montredon, il y a des coups de fil dans les villages, des vignerons qui descendent des Corbières, qui viennent des PO, etc. Et là, on se retrouve à Montredon. Voilà, il y a à peu près 3-4 000 vignerons, enfin bon, le chiffre exact on ne l'a pas. Et à 13h30, il y a des cars de CRS qui arrivent de Carcassonne pour aller à Narbonne. C'est quand même une provocation importante. Au moment où ils passent, ils prennent des pierres de partout, et il y a même un coup de fusil qui part, qui blesse un chauffeur CRS. Paris est informé. Donc ça, nous, on a fait ce travail de recherche pour le raconter. Hein. Dans le deuxième film, ça dure 2 heures, Montredon, on a retrouvé ces gens. Et Paris est informé, c'est-à-dire que Poniatowski est informé. Qu'il y a eu des tirs de fusil, qu'il y a eu un blessé, etc. Et là, l'ordre est donné d'aller déblayer le pont de Montredon. Donc les CRS qui viennent d'Agen et de Toulouse font demi-tour. C'était la caserne de Montmorency, à Narbonne, ils font demi-tour et repartent au pont de Montredon. Au pont de Montredon, on est dans une situation d'excitation énorme, donc il y a beaucoup de vignerons, enfin beaucoup, certains sont venus avec les fusils, d'autres sont venus, on va dire, regarder, bader, être solidaires, etc. Les leaders viticoles ne tiennent plus les ultras, c'est le cas de le dire, il y a une quarantaine d'ultras qui veulent en découdre à tout prix. Et là arrivent les cars de CRS, il est 15h, 15h05, ils se garent, ils descendent pour un maintien de l'ordre, c'est-à-dire avec des boucliers, des matraques,
il n'y a pas d'armes. Ils descendent et au moment où ils descendent, ça tire. Ça tire, mais ça tire de partout. Il y a une vingtaine de CRS blessés, ça dure 2 minutes, qui sont blessés, et c'est à ce moment-là que le capitaine des CRS, le Goff, reçoit une balle dans la tête. Il ne meurt pas de suite, on le transporte à l'hôpital de Narbonne et il va décéder à l'hôpital. Pendant ces 2 minutes, les CRS se mettent à l'abri et ils remontent dans leur camion, enfin dans leur car, et là ils redescendent avec les armes et ils tirent. Ils tirent, donc il y a des vignerons blessés, on ne sait pas le nombre parce que bon, ils sont soignés après, souvent chez le vétérinaire Fouquier à Lézignan, parce qu'ils ne peuvent pas trop aller à l'hôpital. Ils tirent, et là il y a une balle qui arrive dans la tête d'un vigneron qui était sur un panneau, qui était appuyé sur un panneau qui s'appelait Emilio Puites. Et Emilio Puites meurt aussi. Donc à Montredon, ce jour-là, il y a 2 morts. Montredon, c'est la fin, pour moi, hein, dans mes films, ce que je raconte, c'est la fin du midi viticole, puisque, quand je dis midi viticole, c'est-à-dire cette viticulture unanimiste, puisque après cet épisode, bon, les comités d'action viticole vont plus ou moins s'éteindre, et surtout, on va changer complètement de stratégie. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse, j'ai beaucoup discuté avec les CRS qui me disent, eux, à un moment donné, il fallait qu'il y ait des morts, quoi. Poniatowski et les stratèges, on va dire, en haut lieu savent que dès qu'il y a des morts, les mouvements retombent, quoi. Et effectivement, le mouvement est retombé. Voilà. Donc je raconte dans mon 2e film, pendant 2 heures, de façon objective, parce que je souhaitais voilà, qu'il y ait aussi des gens. J'ai rencontré les CRS au départ, je ne savais pas trop comment les aborder, puis j'ai rencontré les CRS qui ont vraiment, ils n'avaient jamais parlé, ils n'avaient jamais témoigné, car ils ont parlé 40 ans après. Ils ont parlé, un qui m'a parlé, qui a été blessé à un genou, l'autre, il a pris la décision qu'il ne fallait pas tirer un moment parce que sinon ça allait être un carnage, etc. Donc j'ai fait des rencontres avec des gens intéressants et on a pu reconstituer cette histoire-là. Voilà. Voilà, bon, je m'arrête là. Le 3e film, on redémarrera de Montredon jusqu'à l'autre révolution, mais la révolution de la qualité. Voilà. On ouvre les questions et le débat, donc si vous avez des questions pour faire suite, donc avoir des précisions ou poser si vous avez des témoignages aussi, puisque je pense qu'il y a des gens ici qui étaient présents à ce moment-là. C'est bien. Donc, oui, c'est ça. Oui. Donc si vous avez des... Je voulais dire, bon, avant la première question, c'est qu'il apparaît souvent dans l'histoire, comme dans d'autres phénomènes humains, qu'il y a un phénomène de balancier. C'est-à-dire qu'il y a un grand balancier qui fait que donc il y a des tendances qui vont dans une direction, et puis ensuite elles s'inversent, elles reviennent dans une autre direction, ça peut durer des dizaines d'années, et j'ai l'impression qu'actuellement, on revient dans une des directions qui va vers justement, on voit des petits producteurs qui étaient justement à l'origine des coopératives, on les voit disparaître maintenant, on voit le capitalisme qui revient de plus en plus dans les exploitations, pas de capitalisme étranger, hein, comme le capitalisme chinois par exemple, dans certaines régions, ou même dans les cornières, où il y a des domaines qui appartiennent maintenant à des Chinois. Je pense également dans la façon de produire qu'on a, donc on était allé dans une démarche de qualité là, depuis plusieurs dizaines d'années, et là avec les nouvelles méthodes culturales, et également dues à des récoltes mauvaises, à des circonstances économiques différentes,
on revient vers de la production, justement, on revient à faire un peu pisser la vigne au lieu d'aller vers du meilleur vin qui permettent d'avoir de la qualité sur nos vins qui ont mauvaise réputation. Est-ce que vous êtes... Enfin, moi je pense que bon, à partir des années 80, il y a une révolution totale dans la région au niveau de la... Alors là je parle de la culture de la vigne, c'est-à-dire qu'on va travailler différemment, on va réencépager pratiquement dans le midi, 90% des vignes sont replantées, ou 95%. On est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on est parti sur de la qualité, on a des exploitations qui ont doublé, triplé. Il y avait 500 000 hectares de vignes en 1977, en 1987 il y en a 250 000. Il y avait pratiquement 90 000 familles qui vivaient de la vigne en 1977. Aujourd'hui je crois qu'il y en a 9 000 à Languedoc-Roussillon. Donc ça c'est déjà, ça veut dire que la viticulture, elle a complètement changé. Après, on n'est plus du tout dans la même viticulture que... Quand tout à l'heure je vous parlais de l'aspect unanimiste, effectivement, 98% de la production, avant les années 70, on faisait le même vin pratiquement partout. On avait du Carignan, de l'Aramon, ça tournait sur les cépages. Il y avait des micro-régions qui faisaient des vins tout naturels, mais en termes de quantité, ça pesait rien. C'est-à-dire, même dans les régions où naturellement on pouvait avoir des vins de qualité comme le Saint-Chiliac, etc., le marché c'était le même que le prix du vin, c'était le même que le vin qu'on produisait à Coursan. Aujourd'hui, j'aurais tendance, et dans le troisième film, ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a 50 viticultures différentes maintenant. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur des créneaux d'AOC, sur des terroirs bien particuliers, il y a les vins de pays d'hôtes dans des vins de cépage, et là, après, effectivement, il y a plusieurs niveaux de rattrait, de niveaux de gamme de vins. Même dans les vins de pays d'hôtes, il y a des hauts niveaux, et puis il y a des bas de gamme. Donc, après, effectivement, je ne peux pas dire que ce soit un phénomène. Effectivement, il y a un phénomène... mais qui, je ne mesure pas, mais où de nouveau on fait pisser la vigne, mais c'est à certains endroits où on est parti sur des vins de production, mais c'est pas du tout on peut pas dire que ce soit la généralité aujourd'hui de la viticulture. Aujourd'hui il y a, je vous dis, 50 viticultures différentes, ne serait-ce que je suppose dans la commune ici, je ne sais pas combien de vignerons, mais peut-être que d'un vigneron à l'autre, on fait pas du tout on travaille pas du tout de la même façon, quoi. Voilà. Et on a complètement changé. Oui, tout d'abord, merci pour votre conférence, pour ce qu'on a appris. Vous parliez de faire pisser la vigne. Moi, je crois que c'était un terme, effectivement, oui, qui appartenait un peu au passé. Parce qu'avant, on faisait pisser la vigne parce qu'il y avait un besoin. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tables au quotidien où il y ait le pichet de vin, si. Enfin, est-ce que le vin de table est toujours aussi partagé sur les tables? Je ne pense pas. Ah non. Donc le vin bas de gamme, est-ce qu'il est fait, il n'y a pas trop de clients, si? Non, enfin, moi je répondais à la question, voilà. Ouais. Non, effectivement, vous posez une très bonne question, c'est la consommation, quoi. C'est-à-dire que la consommation, j'en ai pas parlé, mais la consommation, elle a complètement évolué. En début, tout à l'heure, je vous expliquais, au départ, le vin, c'est le vin aliment. Le vin, c'est de l'énergie pour les travailleurs physiques. Voilà. Et excusez-moi, qu'est-ce qui a donné cet engouement justement parce qu'apparemment, moi je croyais que la viticulture, ça existe depuis très longtemps, et vous avez dit, dans ce que j'ai compris, que c'était à partir du 19e, je crois, simplement qu'on s'était mis un peu à voir, alors peut-être avec l'effet de la guerre, effectivement, pour faire de ce vin un aliment, pour donner de l'énergie, et puis peut-être autre chose aussi, une espèce de, pas de drogue, mais bon, de quelque chose qui permet d'aller au combat. Et donc, c'est le gouvernement qui a poussé à ça, c'est quoi? Mais en fait, si on revient pas avant le 19e siècle, le vin, il existe.
Il y a du vin, dans la région, on produit des vins de qualité. Par exemple, autour de Montpellier, on est spécialisé un peu dans des vins de qualité, mais qui s'en vont que sur des tables de bourgeois ou la noblesse, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, on boit du bon vin à 12-13 degrés. Après, les gens se font du vin pour leur consommation. Mais voilà. Et le vin, dans les régions où il n'y en a pas, on ne boit pas de vin. C'est-à-dire en Bretagne, au XVIIIe siècle, on ne boit pas de vin. On boit du cidre ou du chouchette, c'est ça le terme? Oui, voilà. Donc, chaque région a des alcools, on boit des eaux de vie, etc. Mais chaque région consomme ses produits. Il n'y a pas d'échange, quoi. Quand la révolution industrielle arrive, donc la révolution industrielle arrive, effectivement, il va falloir les gens des campagnes qui sont allés travailler dans les mines, ou dans les manufactures, etc., tous ces ouvriers. Donc, il faut qu'à un moment donné, on leur donne de l'énergie, et effectivement, le vin aliment, donc c'est les industriels, c'est les négociants qui vont apporter du vin dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'on va apporter aux ouvriers, effectivement, il faut le dire, vous parlez de la drogue, c'est pas de la drogue, mais à un moment donné, effectivement, on alcoolise les gens, etc. Je vous rappelle quand même que les gens travaillent 14 heures par jour. Ils travaillent 14 heures par jour, et souvent, il y a des endroits où ils travaillent 7 jours sur 7. C'est-à-dire que le dimanche, la loi sur le dimanche, comme journée de repos, eh bien, elle n'est votée qu'à la fin du 19e siècle. Le dimanche existait avant la Révolution. Mais la Révolution, on change le calendrier, et ensuite, les industriels, c'est-à-dire donc les libéraux, en fait, ils n'ont aucun cadre. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, le vin arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que le vin va permettre de tenir, etc. Voilà. Donc, c'est le négoce, c'est l'industrie qui fait que le vin va rentrer dans les familles d'ouvriers. Et c'est le chemin de fer, quand même. Le chemin de fer va permettre de transporter... voilà. J'ai répondu. Oui, il me semble, tout à fait. Mais je pensais qu'on est passé d'un vin effectivement quotidien à un vin plaisir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Maintenant, on a le plaisir de partager un bon vin en général, mais pas forcément que pour boire, pas comme boisson, mais comme plaisir. Tout à fait, mais dès les 30 glorieuses, si vous voulez, quand les gens vont travailler dans les villes, dans les bureaux, où voilà, on ne consomme plus le vin sous forme d'énergie. C'est-à-dire que très rapidement, on va commencer à avoir la bouteille du dimanche qui arrive, et donc on va aller sur du vin plaisir. On n'est plus dans ce vin quotidien. Voilà, bon, ça va continuer quand même, c'est-à-dire que les ouvriers, pas que les ouvriers, les gens qui travaillent physiquement continuent à boire du vin, il y en a encore tous les jours, mais avec les 30 glorieuses, avec l'arrivée donc, de métiers où on est assis dans le tertiaire où on a beaucoup moins besoin d'énergie, mais on va abandonner ce vin, mais par contre il y a un autre vin qui va arriver. Je vais vous donner un chiffre. En 1935, on buvait en France 150 litres de vin par habitant et par an. Je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois qu'on est à 35 litres maintenant. Voilà. Et c'est pas le même vin pour moi. Voilà. Monsieur Lallemand, mon ancien professeur. Dans le midi, vous pourriez me l'expliquer. Oui. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de chantaliser? J'entends de dire que Marcelin Albert en 1907 avait dit au Franchimat, nous on a le soleil, on vous laisse le sucre. Mais c'est un peu ça quand même. Hein. Alors c'est pas... En fait la loi elle est de 1929 sur la chaptalisation. Elle est un peu plus tard. Mais effectivement, les gens du midi ont dit on a le soleil, on vous laisse le sucre, et on a tiré un trait en interdisant le sucre dans le midi. À cette époque-là, elle laissa la possibilité de chaptaliser ailleurs. C'est... Oui. Mais je pense que
Alors, il y a souvent des débats encore, là, il y a des vignerons, je suppose, dans la salle. Il y a eu encore des débats, je crois, il y a 2 ans, quand, de pouvoir, à un moment donné, chaptaliser. Alors, je sais que ça se fait avec... on ne chaptalise pas, mais on met des mous... il y a la possibilité de mettre des mous concentrés pour rehausser... il y a quand même aujourd'hui des possibilités, quoi. Après, effectivement, 1929, c'est-à-dire que la CGBM a mis la pression pour que dans les milieux, on ne chaptalise pas. C'est-à-dire qu'on est allé encore plus loin dans les lois contre la fraude. C'était ça, quand même. Un siècle de viticulture, c'est une histoire qui est très très riche. Je voudrais revenir sur un aspect que vous n'avez pas trop évoqué, mais moi j'ai connu puisque j'étais à Montréal. Ce qui est arrivé à cette époque-là, c'est vrai que la mévente du vin, c'est vrai que les cours n'étaient pas bons, c'est vrai que le négoce profitait de la situation, c'est vrai le caractère économique qui conduisait les exploitations agricoles pratiquement à la faillite. Tout ça c'est vrai. Mais je crois qu'il y avait une autre dimension qui n'a pas été bien évoquée, c'est la dimension humaine. Parce qu'à cette époque-là, les vignerons travaillaient. C'était des travailleurs. Ils ne comptaient pas leur temps. 35 heures, ça n'existait pas, ou alors ça se faisait à 3 jours, des fois 2 et demi. Et donc, il y avait une autre dimension, c'était la dimension humaine, qui fait qu'ils étaient seuls. Seuls face à leur désespoir, à leur désespérance. Rien ne les protégeait. Le code du travail, ce n'était pas pour les paysans. Les lois sociales, ce n'était pas non plus trop pour les paysans. Les syndicats de salariés, ça ne protégeait pas les paysans. Et je crois que le drame de cette époque, c'est l'aboutissement, a été ce sentiment de frustration de voir que le savoir-faire des vignerons n'était pas reconnu comme un savoir-faire. On était considérés comme des sous-travailleurs parce qu'on n'était pas foutus de s'en sortir. Et on n'était pas foutus de s'en sortir parce qu'on avait face à nous le monde capitaliste, mais on avait face à nous le climat qui ne nous protégeait pas tout le temps. Je crois que cette dimension qui était une dimension de désespérance a conduit ce peuple vigneron à des inversions, certes, mais il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'autre solution. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas content, vous allez sur Internet, vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez choper le député à la porte d'à côté, vous avez les moyens de vous exprimer, de rentrer en communication avec le pouvoir. Là, c'était pas possible. Il y a eu qu'à un moment donné, c'était, quand ça a commencé avec des bâtons à Lézignan, des petites manifestations de 8-10 personnes, et quand ça a fini avec des fusils, c'était dans les marges de voitures en Argonne, aux années 16, c'est vrai, il y a eu comme ça une évolution. Mais je pense que un des éléments importants du problème, c'était ce problème humain, et cette désespérance des gens qui étaient considérés comme des sous-travailleurs, auxquels on ne reconnaissait pas le savoir-faire. Vous venez de dire, aujourd'hui, on fait de la qualité, bien sûr, mais aujourd'hui, à travers notre produit, à travers la qualité que l'on fait, le consommateur, il nous dit, mais c'est bon ce que vous faites. Mais non, c'est que vous savez bien travailler. Ça nous plaît. Donc là, je veux dire que vous avez la sanction. À l'époque, il n'y avait pas moyen d'avoir des sanctions. Si c'était les impôts, si c'était... Enfin, je suis d'accord avec vous. Hein, je l'ai présenté un peu différemment, c'est-à-dire que moi je pense que psychologiquement, si vous voulez, l'ouverture du marché commun, c'est un abandon, c'est très psychologique, c'est-à-dire que je disais, pendant 70 ans, il y a quand même un encadrement avec l'État, avec des prix planchers, etc. Et quand le marché commun se met en place, effectivement les vignerons se retrouvent, ce que vous venez de dire, hein, tout seuls, face perdue, face aucune reconnaissance, pas de solution, parce que quand les vins italiens arrivent sur le marché en 75-76, ils arrivent 40% moins cher, les caves restent pleines, hein, c'est clair, et il n'y a pas de solution, quoi. Alors, le lendemain de Montredon, 2 jours après Montredon, le marché commun, la CE, distille 4 millions d'hectos. Trouve une solution. 2 jours après Montredon. Donc, ce qui va refaire régler certains problèmes. Bon, c'est des problèmes conjoncturels, hein, mais ça règle le problème, les marchés repartent, quoi. Mais vous avez raison, c'était la seule façon de s'exprimer, c'est-à-dire qu'au moment où on n'est pas entendu, lui, il me dit, on avait l'impression que c'était tellement loin de Bruxelles qu'il ne savait pas où on était, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait crier, que personne ne vous attendait, quoi.
Il me dit on avait cette impression-là, quoi. Et ce qui n'est pas faux, quoi. C'est-à-dire que personne n'attendait. Vous avez résumé. Oui, moi j'ai vécu 4 générations de viticulteurs. Mon grand-père, mon père, et aujourd'hui mon fils qui a repris l'exploitation après une installation jeune agriculteur et un BTS à Charlemagne. Donc j'ai assisté à la grande mutation de la viticulture. C'est-à-dire que nous sommes passés où le vin était une boisson qu'on consommait dans les pays producteurs, en France, en Espagne, en Italie et au Portugal. Et donc le vin était lié, la consommation, à un produit qui se buvait pendant les repas, qui était une boisson. Et puis aujourd'hui, on est passé avec l'Europe à 500 millions de consommateurs qui boivent le vin différemment. C'est-à-dire que le vin, pour eux, c'est un plaisir. Ils aiment les vins fruités, les vins aromatisés, etc. Et aujourd'hui, les États-Unis sont les plus gros consommateurs de vin en Europe. Et le vignoble de Californie n'arrive pas à satisfaire la demande. C'est pour vous dire la grande révolution qui a eu lieu. À cette époque-là, de la génération, nous n'avions pas de syndicat. Tout le monde avait de la vigne. Le notaire, le pharmacien, le charcutier, tout le monde avait de la vigne, donc ce n'était pas vraiment des viticulteurs. On n'avait pas, le populisme faisait qu'on défendait le vin. Mais le vin, ça ne veut rien dire. Il y a des dizaines de qualités de vin. Le vin qu'on fait en Bourgogne, ou qu'on fait dans le Bordelais, ou qu'on fait à Pichat, n'est pas le même que celui qu'on faisait à Limoux à l'époque. Et aujourd'hui, la grande mutation, elle a fait que, à partir de projets de développement qui intègrent toute la population et non du corporatisme, on voit dans la région de Limoux le succès de Tocles et Clochers. Tocles et Clochers associent toute la population au vin et la production de la vente aux enchères part à 90% à l'exportation. Aujourd'hui, la qualité est la raison majeure du développement de la vigne et de viticulture. Dans ma commune, nous étions 22 déclarations de récolte. Aujourd'hui, il y en a 3. Mais ces 3, ce sont des viticulteurs, des vrais, qui savent faire le vin, qui savent travailler la vigne et qui se sentent responsables. Ils ne font pas n'importe quoi. Alors cette mutation, moi je crois que nos hommes politiques n'ont pas su l'accompagner. Parce qu'après Montredon, il faut dire la vérité, l'année de Montredon, la France avait récolté 92 millions d'hectolitres. Et la consommation n'arrivait pas à 50 millions. Alors, il n'y a pas besoin de faire un problème. Hein. Toute cette surproduction en trop, elle était financée par l'Europe. On nous payait pour détruire du vin. Avec les distillations, on nous payait pour construire des cubes, pour stocker, pour essayer de réguler le marché, mais ça ne marchait pas, parce que quand il y avait une faible récolte, on importait davantage, etc. Donc aujourd'hui, le marché est stable. Il est vraiment, les viticulteurs qui font de la qualité n'ont pas de gros problèmes. On exporte 19 millions d'hectolitres et on en importe 8 millions. Alors, combien ne pas nous dire que les importations sont l'ennemi de l'agriculture? Alors, il faudrait peut-être aujourd'hui qu'on prenne conscience de tout ça. Et moi, j'ai été engagé beaucoup et j'étais au dernier congrès de la FNSA, il a été exploitant.
à la fin de ça, à Stockholm, on réalise que le viticulteur de l'ordre que je suis n'a pas un statut spécial. Il est confronté à tout ce que les Français ont, c'est-à-dire la retraite par répartition, qui est payée par les actifs, la sécurité sociale qui est payée par les importants, toutes les mesures sociales, l'AMI, le RSA, la CMU qui est financée par les riches, par les pauvres. Donc tout ce système, et on en bénéficie. On en bénéficie au même titre que tous les Français. Donc le corporatisme est mort. Voilà. Alors, je voudrais simplement apporter un petit détail sur la guerre de 14. Mon grand-père, qui était gestionnaire d'ambulance et qui a fait la campagne d'Alsace, d'Artois et de Campagne, avait remarqué que tous les régiments qui étaient envoyés en première ligne étaient issus de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Et c'est là où il y avait le plus de morts. Et il a fait une lettre, dont j'ai la copie d'ailleurs, dans ces carnets de guerre que j'ai publiés, une lettre au ministère de la Guerre en disant sa surprise et sa tristesse de voir que tous ceux qui avaient fait la révolution viticole, on les envoyait au front pour se faire décimer. Pendant longtemps, effectivement, on a raconté que les gens du Midi étaient en première ligne au front, ce qui est vrai, mais ce n'était pas les seuls. Alors, il y a Rémi Pêche et Jean Sagne, donc qui sont des historiens, qui eux ont travaillé sur les mutins du XVIIe. Puisqu'on a dit que les mutins du XVIIe, qui s'étaient donc mutinés à Béziers, on a raconté, et ça c'était dans la mémoire collective et non pas dans l'histoire, que ces gens-là avaient été donc d'abord envoyés, bon, ce qui est vrai, en Tunisie, mais après, au moment de la guerre de 14, on les envoyait en première ligne. Et qu'on les envoyait, et en fait, ils ont fait une étude sur les soldats, et ils n'ont pas été envoyés plus en première ligne que des soldats d'autres régions. C'est-à-dire que, statistiquement, quand on regarde les monuments morts, dans le centre de la France ou dans l'Aude, on a à peu près le même pourcentage de morts. Voilà. Alors après, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, les premiers bataillons, en particulier le 88e qui était à Narbonne, en 1914, ils ont vraiment été envoyés en première ligne et très très souvent, il y a eu une mortalité de l'ordre de 90%. Voilà. Mais eux, ils ont fait cette étude parce que dans la mémoire collective, ça s'est beaucoup dit, ça. Et bon, après, le travail d'historien, en fait, c'est justement cette mémoire collective, essayer donc de la rendre objective, en tout cas. Ils n'ont pas réussi à le démontrer, quoi. Voilà, j'essaie de vous répondre. Mais bon, si votre grand-père, vous avez dit, si s'en est aperçu, il était sur le terrain, donc il était peut-être mieux placé que les historiens. 50 ans après, quoi, 70 ans.